Bonsoir à toutes et à tous. Alors, si vous le voulez bien, avant de commencer, on va attendre 1 ou 2 minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Donc sachez aussi, je vous donne quelques informations avant qu'on commence la session, que vous pouvez discuter et échanger dans le chat. Donc ça, bon, voilà, vous savez maintenant. Et vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus pour que notre intervenant, donc ici présent, Jérôme Quéré, puisse y répondre en priorité. Bon, je vois que vous êtes déjà assez nombreux et tout le monde va arriver un peu au fur et à mesure. Donc, je vous propose qu'on commence la session. Donc, tout d'abord, merci beaucoup, Monsieur Quéré, d'être parmi nous ce soir. Bienvenue. Avant de vous laisser la parole, peut-être quelques mots sur tous politique, même si je sais que beaucoup d'entre vous maintenant participent à ces sessions régulièrement et connaissent déjà un petit peu notre institut. Donc, Tous Politiques, c'est l'institut qui accompagne l'engagement des progressistes, que vous soyez élus, citoyens, militants. Notre rôle, c'est de faire en sorte que vous puissiez vivre votre engagement dans les meilleures conditions. Donc, comment en mettant à votre disposition des outils, des ressources, des connaissances sur des thématiques très diverses. Notre rôle, c'est également de vous aider à construire des réseaux, de vous mettre en lien pour partager et valoriser votre expérience. Pour ce qui est des mardis citoyens, donc c'est un format qu'on ne présente plus parce qu'on est déjà à notre 7e session. C'est un rendez-vous mensuel, gratuit et en ligne qui vise à vous donner des outils et des clés de compréhension pour décrypter l'actualité politique. Donc aujourd'hui, en parlant actualité, on va parler du rôle de l'Europe et particulièrement du rôle de l'Union européenne dans notre quotidien à toutes et à tous. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Quéré. Donc, bonsoir à vous. Monsieur Quéré, vous êtes délégué général du mouvement européen France depuis octobre 2019, si je ne me trompe pas. Auparavant, vous étiez responsable du centre d'information Europe Direct à la Maison de l'Europe. Vous étiez aussi anciennement président des Jeunes Européens. Et aussi, vous avez également été journaliste dans plusieurs rédactions, notamment BFM TV, Toute l'Europe et Ouest France. J'ai rien oublié, c'est bon. C'est déjà bien complet. Voilà, donc bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Et comme toujours, je précise qu'il y aura un temps à la fin pour que vous puissiez répondre aux questions posées par les participants dans le chat. Petite précision encore avant de débuter, je précise également que ce n'est pas un temps consacré aux élections en cours, ni une tribune politique. Donc merci de le prendre en compte dans vos différentes questions, interventions, bien sûr tout en vous sentant libre. Voilà. Donc je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on introduise cette session par un premier point sur le périmètre d'intervention de l'Union européenne. Donc, avant toute chose, est-ce que vous pouvez revenir sur les compétences attribuées à l'Union européenne, donc soit ce qu'elle peut faire et surtout ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais essayer de ne pas être trop scolaire, parce qu'il faut donner des exemples bien précis pour pouvoir se projeter un peu dans ces compétences de l'Union européenne. Mais sachez que dans tous les cas, après, on va revenir un peu plus en profondeur sur des exemples. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en cours de route. Je ne verrai pas tout de suite, mais on me dira à l'oreille voilà, si certains ont des questions pressantes. Sinon, à la fin, donc, il y a des questions. Alors, il faut savoir que l'Union européenne agit bien sûr dans notre quotidien. Ce n'est pas forcément tout le temps perceptible parce qu'il n'y a pas forcément la communication qui va avec, tout un canal différent. Mais elle intervient que quand elle a des compétences. En France, l'État intervient dans le respect de la Constitution. Et c'est très très large. Il n'y a pas de chose plus large possible que ça, dans le respect des règles de droit, bien sûr. Mais pour l'Union européenne, ce sont les traités qui donnent les compétences donc à l'Union européenne. Elle ne peut pas s'inventer de nouvelles compétences et agir dans un domaine si ce n'est pas dans les traités.
Il y a quelques exceptions avec les crises, et on reviendra dessus, mais il faut absolument l'accord des États. Contrairement à ce que certains disent, la Commission européenne ne peut pas imposer du tout certaines choses, y compris dans les cas de crise où il faut être très réactif. Il faut absolument que les États puissent valider, puisque l'Union européenne n'est pas un État. Donc ça, c'est très important à préciser. Et contrairement à ce que certains disent également, il n'y aurait qu'environ 20% du droit français qui provient de l'Union européenne, et pas 80%. Parce que il y a tout un tas de domaines sur lesquels l'Union européenne n'agit pas, comme par exemple les manuels scolaires ou la sécurité. Il y a plein de choses, sécurité au sens pas lutte contre le terrorisme, parce que ça, si elle intervient, heureusement, mais la sécurité dans une ville ou devant un stade. Là-dessus, c'est vraiment des compétences nationales ou infra. Donc là-dessus, sur les 20%, bien sûr, des fois, il y a des textes qui sont plus larges. Et à l'intérieur de cette loi française, il va y avoir une partie qui vient des compétences européennes. Et c'est pour ça que certains se trompent, et à chaque fois qu'il y a un petit peu d'Union européenne dans une loi, eh ben, ils mettent la totalité de la loi qui provient de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui se trompent, soit parce qu'ils sont malveillants sur l'Union européenne, soit parce que c'est une erreur d'interprétation. Et donc c'était juste pour rétablir un petit peu ça. Donc maintenant, dans les cadres des compétences, pour être un peu plus rapide, il y a les compétences exclusives, c'est-à-dire que les États ont délégué ces compétences à l'Union européenne parce qu'on fait partie d'un ensemble et c'est plus cohérent de faire ces actions en commun. Il y a 6 compétences exclusives. Il y a l'union douanière. C'est pas la France qui décide quel tarif douanier on met aux frontières intérieures, aux frontières françaises. On a délégué ça à l'Union européenne. Alors bien sûr, une fois qu'on a délégué, les États votent toujours pour les lois entre guillemets européennes. Donc on a toujours notre mot à dire, mais on ne peut pas faire de notre côté, chacun de son côté. Il y a les règles de concurrence aussi à l'intérieur du marché commun. On a un marché commun, donc en fait, une liberté de circulation des produits, des marchandises, des services. Et donc, il ne faudrait pas que certains, parce qu'ils ont plus d'argent, plus de budget, puissent créer des géants et qui aient le monopole, parce que ce serait au désavantage des consommateurs. Donc ça, c'est très important aussi pour l'Union européenne. Et c'est pour ça que, par exemple, elle agit par rapport aux géants américains qui parfois frôlent le monopole. Donc l'Union européenne peut agir sur ces compétences-là. C'est vrai qu'un État seul, y compris la France, aurait des difficultés à imposer quoi que ce soit à un géant américain comme Google, par exemple. Ça, c'est très clair, tout le monde le reconnaît. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir ces compétences au niveau européen. Il y a la politique monétaire uniquement pour les pays qui ont l'euro. Il y en a qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas prêts, soit économiquement, soit qui ne le veulent pas forcément encore. Mais à partir du moment où il y a une monnaie commune, on ne peut pas chacun avoir ses propres règles avec une monnaie commune. Ça, c'est pas viable. Il y a aussi la conservation de ressources biologiques dans la mer dans le cadre de la pêche et la politique agricole commune. Ça, ce sont des règles en effet, qu'on met en commun parce que, bon, encore une fois, les produits circulent partout dans le marché commun, donc il faut certaines règles en commun. On ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau des pesticides en France parce que nos produits français vont circuler un peu partout. Donc il y a quand même des choses en commun à ce niveau-là. Il m'en manque. Donc 6, politique commerciale commune. À partir du moment où on a une union douanière, un marché commun, on ne peut pas négocier certains accords spécifiques sur, je sais pas moi, les bovins canadiens, par exemple, sans les Hongrois ou sans les Lettons, puisque de toute façon, les produits vont circuler. Donc on se met en accord là-dessus. Alors encore une fois, quand il y a ces compétences exclusives, ça ne veut pas dire que l'Union européenne et la Commission agissent seules. À chaque fois qu'il y a une norme, en réalité, c'est voté d'un côté par les États et de l'autre par les députés européens. Donc même si l'Union européenne a des compétences exclusives, elle ne fait pas toute seule dans son coin non plus. Après, il y a d'autres types de compétences, je vais aller plus vite, pour arriver à des exemples plus concrets. Il y a donc les compétences partagées, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses où l'Union européenne peut agir parce que c'est plus intéressant de le faire en commun
Mais ça n'empêche pas les États d'agir. Les États ne peuvent pas agir dans les domaines que j'ai cités plus haut. Donc il y a l'agriculture et la pêche. Je vous ai dit c'était sur la compétence exclusive, c'est sur la conservation des ressources biologiques. Par contre, il y a des règles agricoles qui sont propres à la France, propres à la Roumanie. Mais voilà, c'est des compétences partagées. Il y a l'aide humanitaire, par exemple, notamment aux pays en Afrique. La France donne de l'argent de son propre chef, mais il y a aussi de l'argent qui est donné par le budget européen. Donc ça vient en complémentarité. Et puis enfin, il y a les compétences d'appui, où l'Union européenne n'a pas beaucoup de compétences. C'est vraiment en soutien, mais c'est assez faible sur ces domaines-là. Donc ça ne l'empêche pas d'agir, mais il y a vraiment beaucoup moins de marge de manœuvre. Et donc là, c'est tout ce qui est culture, tourisme, éducation, formation professionnelle. C'est plus ce qui relève des États, mais on peut avoir un petit appui de l'Union européenne. Je pense notamment à des films qui, ça m'échappe, mais qui ont gagné la Palme à Cannes et qui ont reçu du financement européen. Il y a aussi dans la formation professionnelle ou la mobilité des jeunes, pardon, Erasmus+, il y a beaucoup de financement européen de ce côté-là. Et donc même quand l'Union européenne n'a pas complètement la compétence, elle peut quand même avoir des impacts. Je pense notamment sur ce qui reste de l'euro, de la stabilité financière. Ça, c'est vraiment un des credos de l'Union européenne. Ça permet en cas de crise, notamment coronavirus, mais aussi pendant la crise monétaire mondiale, d'avoir une certaine stabilité des prix. Parce que sinon, on sait très bien qu'il y a une concurrence entre les monnaies et, par exemple, la monnaie allemande aurait été très forte et la monnaie espagnole aurait dégringolé. Et donc, c'est vrai qu'au niveau de nos économistes, on a déjà vu ça à plusieurs reprises, c'est assez infernal. Mais là, il y a une stabilité des prix au niveau de la zone euro, ce qui est intéressant. Donc, ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais sans avoir un doctorat en économie, on peut essayer de comprendre de comparer ce qui s'est passé dans le temps, ce qui a parfois aussi mené à des guerres, ces crises économiques. Là, on est quand même beaucoup plus stable, même si après, on peut toujours avoir des critiques sur la gestion de la zone euro. Je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé. Non. N'hésitez pas à poser des questions. Oui. Je pense qu'il y aura même un peu plus de questions quand on rentrera dans des exemples un peu plus concrets. Mais du coup, je fais directement le lien. Vous avez parlé des financements européens, des fonds européens. Donc, on le sait, l'UE finance une série de projets et de programmes qui sont souvent gérés localement. Donc, elle intervient dans un certain nombre de domaines. On l'avait évoqué, donc l'accueil des réfugiés, ça peut aller du développement économique au développement rural, l'aide aux femmes victimes de violences, etc. Plus concrètement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment l'Union européenne agit-elle dans les territoires grâce à ces différents programmes et à ces différents fonds? Voilà, pour un peu évoquer ces financements pour que ce soit un petit peu plus concret. Il faut savoir que les financements dépendent d'un budget qu'on vote en commun, mais ce n'est pas juste une question d'argent qui transite. Souvent, des personnes disent que la France est bénéficiaire et contributrice nette au budget de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on donne plus d'argent qu'on en reçoit. Et si on reste que dans cette logique de transfert d'argent, en effet, on a l'impression que ce n'est pas très rentable pour la France. En réalité, ce sont des politiques en commun, ce sont des visions communes et des investissements communs, notamment en matière d'environnement, développement du numérique. Et donc, c'est des choses qui n'auraient pas forcément été faites si on avait gardé cet argent directement au niveau de la France et qu'on avait directement investi. Ça force les États à investir dans le domaine en commun, parce que si chacun fait ce qu'il veut, sur les domaines environnementaux, par exemple, ça n'a pas beaucoup de sens si certains sont à fond sur l'énergie renouvelable et d'autres à fond sur le charbon. Dire la pollution de l'air, forcément, ça a un impact au-delà des frontières créées par l'homme.
Donc pour avoir des exemples très précis, je vous ai parlé par exemple du numérique. Il y a des appels à projets qui s'appellent Wi-Fi for EU pour développer le Wi-Fi un peu partout, y compris dans les zones rurales. Donc il y a certaines zones en France qui n'ont pas besoin particulièrement d'aide, mais d'autres où la 4G n'est pas accessible, la fibre c'est compliqué à avoir, et donc il y a des zones blanches. Et donc c'est très compliqué de développer son entreprise, son activité professionnelle, ou rien que pour les loisirs, pour les démarches administratives qui sont de plus en plus numérisées. Si on n'a pas un accès correct au numérique, c'est compliqué, à la Wi-Fi, à Internet. Donc ça, ce sont des appels à projets. Les villes peuvent y répondre et ont un financement suffisant pour pouvoir payer des prestataires qui vont développer la fibre et autres. Donc ça, ce sont des choses qui qui ont un impact concret pour la vie des citoyens. Par contre, on ne sait pas forcément que l'argent vient de l'Union européenne. Parce que autant on est obligé de placer le petit drapeau européen sur des financements, mais on ne peut pas placer un drapeau européen sur la Wi-Fi. Ça, c'est pas encore possible. Donc, quand il y a une réfection d'une gare, par exemple, ou d'un port, normalement, il y a le drapeau européen pour montrer que l'Union européenne a financé une partie de la rénovation. Mais sur d'autres aspects, comme la Wi-Fi, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est déjà une aide pour savoir où il y a eu des financements européens, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et donc, il y a différents types de fonds très variés. Je parlais aussi de l'environnement, par exemple la protection de l'étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Ça a été fait grâce à l'Union européenne et à de l'argent européen, tant du côté des normes d'ailleurs que du côté du financement. Il y a l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Je pense aux missions locales à Paris qui sont en partie financées par l'Union européenne. Je vous parlais d'Erasmus+, on pense tout de suite aux étudiants, mais pas que. Il y a des séminaires, des échanges entre associations, par exemple, qui sont financés par ça. Il y a des entreprises de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui répondent à des appels à projets, y compris dans le cadre de Erasmus+, et qui peuvent avoir de l'argent pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Il y a des jeunes entrepreneurs aussi qui se lancent, mais qui aimeraient bien voir comment ça se passe de l'autre côté de la frontière, et qui donc ont une sorte de stage financé pour aller voir un autre auto-entrepreneur en Pologne ou en Irlande, pour voir comment ça se passe de leur côté. Donc ça, c'est des échanges qui passent par Pôle emploi, par exemple, financés par l'Union européenne, et ça transite par Pôle emploi. Donc il y a plein de financements européens un peu partout, pour lesquels on n'est pas forcément au courant. Donc on n'y a pas forcément accès à travers ça. Ou alors on est bénéficiaire indirectement, mais on ne sait pas que l'argent provient de l'Union européenne. Je pense notamment, pareil, on parlait de la Wi-Fi, on ne peut pas mettre un drapeau européen sur la Wi-Fi, c'est pareil pour l'électricité. Et il y a une centrale de production d'électricité par la biomasse en Guyane française. C'est pareil, quand on reçoit l'électricité, quand on allume la lumière, on ne sait pas forcément que c'est en partie financé, la création de la centrale en partie été financée par l'Union européenne. Donc il y a tout un tas de financements qui peuvent transiter par les collectivités locales, qui peuvent transiter ou aller directement dans les financements des entreprises. Ça peut être aussi les agriculteurs, les entreprises agricoles, parce qu'il y a la politique agricole commune, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonds par rapport à ça. Mais ça ne va pas forcément dans la poche du citoyen. Ça transite par quelque chose d'autre. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression parfois que l'Union européenne n'a pas d'impact concret dans la vie du citoyen. En réalité, si, mais parfois c'est de façon indirecte. Quand on finance la Wi-Fi dans une zone rurale en France, c'est un impact vraiment concret pour le citoyen, mais il ne sait pas forcément que ça vient de là. Il y a aussi, par exemple, une partie des fonds qui va, par exemple, financer les repas dans les Restos du Cœur. Ça, c'est des choses qui se font depuis des années. À un moment donné, ça a failli disparaître, mais la France s'est battue pour que ça reste. Et donc, c'est des choses, on ne sait pas, il y a un repas sur 6 au Resto du Cœur qui est financé par l'Union européenne. Donc, du coup, c'est pareil, ceux qui sont dans le besoin ne touchent pas directement de l'argent, un chèque pour aller s'acheter le nécessaire vital, mais à travers des associations, à travers les collectivités locales, ils peuvent en bénéficier. Alors, pour le pourcentage du budget européen qui entre dans le budget national, là, je ne vais pas avoir les chiffres précis. Et en réalité, malheureusement,
bah, c'est assez compliqué Ouais, à appuyé. voir. Parce que, en réalité, comme je disais, la France est contributrice nette, ça veut dire qu'elle donne plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Donc en réalité, du coup, ça devient un peu compliqué de savoir, ben, la partie de recettes, combien ça représente en tout. C'est assez complexe. Sachant que, il y a des aspects de l'Union européenne qui nous bénéficient, mais qui sont difficilement, quantifiables. Comme je disais, c'est pas juste une question d'argent qui va et qui vient. Les investissements des étrangers, par exemple, en France, bah, sont facilités par le fait que, bah, il y a l'euro, qu'il y a un marché unique. Donc c'est plus facile pour une entreprise américaine ou australienne, par exemple, de venir investir en France parce que ça lui donne accès, bah, à tout le territoire européen, à tout le marché unique. Et donc ça, on ne le quantifie pas. Et puis c'est pareil, on peut quantifier un peu plus difficilement, mais on peut, combien ça coûte d'envoyer un Français, un étudiant à étudier, je sais pas moi, la littérature ou l'ingénierie en Estonie. Euh, L'étudiant va payer 0 € pour les frais d'inscription. Alors j'ai pris un mauvais exemple, mais je vais prendre un pays où ça coûte plus cher, on va dire la Suède. Ben, si la jeune Française ou le jeune Français devait payer les frais d'inscription en Suède, il n'y aurait pas beaucoup de jeunes qui iraient. Ça serait essentiellement des jeunes plutôt favorisés. Mais des jeunes non favorisés peuvent, et qui sont dans les études supérieures, peuvent y avoir accès. Ou même les apprentis, par exemple. C'est quelque chose qui est ouvert, qui n'est pas assez, mais qui est ouvert. Et donc ça, c'est difficilement quantifiable. Donc en réalité, s'arrêter uniquement aux chiffres, Mm. c'est peut-être se piéger un petit peu parce qu'on met de côté tous les avantages qui sont difficilement chiffrables. Parce que Mm. l'expérience d'un jeune Français en Suède ou aux Pays-Bas, euh, ben, peut-être que ça va lui changer complètement son plan de carrière, que ça va lui permettre de s'insérer beaucoup plus facilement sur le marché professionnel, peut-être qu'il ira travailler ailleurs. Et c'est pareil, il y a aussi un échange ben, des travailleurs, des jeunes Français diplômés qui vont partir en Pologne, qui sont cadres là-bas, et ben, c'est la France qui les a formés. Donc c'est un intérêt pour la Pologne parce que ben, c'est du cerveau disponible pour eux, mais d'un autre côté, ben, on va aussi accueillir des travailleurs polonais ou portugais, etc. Et donc tout ça, c'est très difficilement quantifiable. Ce qu'on sait, c'est que ça stimule l'économie, ça stimule la croissance. J'étais un peu rapide sur les différents fonds, mais j'ai pas envie de vous faire une liste à l'après-vert parce qu'en plus je vais en oublier. Je peux peut-être Euh, mettre la ressource, je vais vous mettre une ressource dont on a parlé qui s'appelle l'Europe s'engage en France, qui est assez intéressante comme ça en fonction de votre territoire. Vous pourrez directement identifier la part des fonds européens dans certains projets à côté de chez vous. Je vais vous le mettre dans le chat. De toute façon, je vous remettrai tout par mail après. Mais c'est assez bien fait. Ça permet aussi pour vous de trouver des exemples au plus près de chez vous. Mais allez-y, hein, si vous voulez compléter, je ne voulais pas vous couper. on a aussi, au Mouvement européen France, développé des fascicules par région pour donner des exemples concrets. Bon, on est en train de les refaire pour les actualiser. Euh, mais donc, on retrouve cette diversité, que ce soit en Outre-mer, en Corse, en Occitanie, etc. Il y a vraiment des exemples divers et variés. L'image s'est figée, vous m'entendez toujours? Oui, Oui, ça, c'est pas figé de mon côté, donc je pense que ça va pour d'accord. les participants. Euh, j'ai par exemple, alors je ne sais plus la ville précise, mais c'est en Occitanie, un hôpital transfrontalier qui a été construit en partie par des fonds européens. Et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir la diversité ben, je vous ai donné comme ça des exemples, hein, on reviendra sur des cas un peu plus précis après, mais quand on voit cette diversité-là, on ne dirait pas que l'Union européenne finance en partie la construction d'hôpitaux, par exemple. Il y a ensuite une partie dans la recherche également. Et puis, au-delà oui, dans ce transfert d'argent, euh, l'Union européenne finance jamais un projet à 100%. Ça, c'est à savoir. Mais ça peut permettre d'avoir des investisseurs qui se disent, bon, bah, si l'Union européenne soutient ce projet, ça doit être un projet sérieux. Donc c'est plus facile ensuite d'avoir des prêts de la banque ou d'avoir des investisseurs de son pays ou étrangers dans son projet quand on a déjà un peu ce label européen. Enfin, c'est pas un label, mais c'est ce sceau européen pour venir appuyer son projet. Donc qu'on soit une entreprise, qu'on soit une collectivité locale ou un projet individuel. C'est vrai que c'est quand même
c'est quand même beaucoup plus facile ensuite d'avoir ça. Et donc ça, c'est pareil, c'est pas quantifiable, mais on le voit très bien, c'est un effet de levier. Alors quelqu'un disait qu'il s'agit de l'hôpital de Puigcerdà à Cerdagne. Voilà. Donc j'ai touché Voilà. bon. Auriez-vous des exemples d'investissements en commun qui ont bénéficié à la France? Je pense à la région à Antipolis, près de Nice, il y a la recherche internationale dans ce campus au niveau de l'énergie et notamment du nucléaire. Et donc ça, c'est vrai que la France peut rayonner, hein, quand même, attirer des étudiants étrangers en dehors de l'Union européenne. Hein. La France n'a pas forcément besoin exclusivement de l'Union européenne, mais grâce à ces investissements européens, ça permet de concentrer les savoirs, les cerveaux et de booster le projet énormément. On pense forcément à Airbus à Toulouse. Tout le monde connaît, tout le monde se doute que ça fait rayonner la France, que ça fait beaucoup d'emplois dans la région toulousaine. Sans l'Union européenne, ça aurait été compliqué. On nous Alors, quid demande des aussi. projets initiés avec le Royaume-Uni avant le Brexit? En fait, le Brexit, ça s'est pas passé en un claquement de doigts. C'était assez complexe. Et quand ils sont sortis, ils faisaient partie du budget pluriannuel. C'est un budget sur 7 ans dans l'Union européenne, que certains critiquent. D'ailleurs, ça devrait plus être sur 5 ans, parce que ça correspondrait au mandat des députés européens. Mais bon, pour l'instant, c'est 7 ans. Et donc, même une fois sortis, ils ont continué à financer, à contribuer jusqu'au bout de ces 7 ans. Ça y est, c'est fini. C'était 2021, 2020. Et donc, du coup, ils ont continué à bénéficier de ces fonds-là. Il fallait finir cette séquence-là, et maintenant, ils ne contribuent plus au budget européen, hein, c'est normal, c'est ce qu'ils voulaient, mais ils ne bénéficient plus non plus. Donc maintenant, il y a des projets qu'on ne peut plus faire avec le Royaume-Uni, c'est eux qui l'ont décidé, hein, c'est un choix souverain, donc maintenant, on ne peut plus le faire. Enfin, en tout cas, pas dans le cadre des aides européennes. Alors pourquoi la France est-elle tant à la traîne dans l'utilisation des fonds européens par rapport à de nombreux autres pays? Quels sont les mécanismes qui bloquent? Alors en effet, on a une certaine enveloppe dans différentes thématiques et on n'utilise pas toutes ces enveloppes. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de formation sur les acteurs qui pourraient bénéficier de ces fonds, que ce soit les associations, collectivités locales, entreprises, etc. Et donc on n'utilise pas tout le temps cet argent, ce qui est bien dommageable. Et donc, du coup, c'est un gros problème de formation. Les élus ne sont pas formés, il y a des associations qui ne sont pas formées, et c'est un peu toujours les mêmes acteurs qui en bénéficient. Mais ça dépend bien sûr du sujet, parce que sur la politique agricole commune, on utilise tout. Sur Erasmus+, on n'utilise pas tout. Donc ça, c'est vrai que c'est dommageable. Il y a d'autres pays qui ont investi pour la formation des acteurs qui peuvent en bénéficier et qui ont plus d'argent. Mais après, c'est quand même assez répandu, hein, le fait qu'on n'utilise pas toute l'enveloppe. Voilà. Donc il y a du progrès à faire de ce côté-là, mais c'est aussi pourquoi ça que je suis ici, pour vous parler un petit peu de ces possibilités. Parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'améliore sur le sujet. Alors après, au niveau Dernière des exemples question. précis, je ne vais pas forcément savoir si tel ou tel projet est financé par l'Union européenne. J'ai des exemples en tête, mais je ne vais pas connaître un peu partout sur le territoire français. Peut-être que sur le lien qu'on a envoyé sur l'Europe s'engage en France, peut-être que si vous cherchez, non, je vous le remets ici, peut-être que ce sera indiqué si jamais vous cherchez en Martinique par thème, etc., santé ou par fonds. Peut-être que ce sera indiqué s'il y a un pourcentage qui a bénéficié à ces hôpitaux. Quelqu'un demande s'il est vrai que les fonds européens transitent par la région. Une partie des fonds européens transitent par les régions. Ce qu'on appelle les fonds structurels, le fonds d'aide au développement pour la région, etc. C'est des choses le fonds social européen, c'est des choses qui transitent par la région. Ça transite par la région et même parfois, la région délègue à des villes ou des métropoles. Je pense à des fonds je ne vais pas vous donner tous les acronymes parce que ça va être un peu compliqué, mais sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, par exemple, la région Île-de-France a délégué une partie à la ville de Paris parce que c'était compliqué de gérer tous ces fonds. Donc c'est elle qui est responsable, la région, mais après elle peut déléguer en partie.
Après, ça dépend des fonds, parce que la politique agricole commune, c'est la France elle-même qui va rediriger ces fonds-là, ça ne transite pas par la région. Donc, tous les fonds ne transitent pas par la région, mais une bonne partie, en effet. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu une réforme, mais je ne me souviens plus, ça fait plus de 5 ans, ça c'est sûr, qu'il y a eu cette réforme. Mais il y a eu une réforme au niveau français pour pouvoir faire transiter cet argent par la région. Euh, En fait, c'est parfois aussi ce qui perd un peu la visibilité des fonds européens, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des acteurs que j'ai déjà rencontrés, des entreprises notamment, qui disaient bah non, je me reçu d'argent européen. Et c'était sur le site La France s'engage, l'Europe s'engage en France, pardon, l'inverse. Euh, et donc, ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient bénéficiaires de fonds européens, parce qu'ils pensaient que c'était la région qui payait. Donc bon, il y a pas de système parfait, qu'on soit clair, mais il faut qu'on s'améliore sur la communication sur ces fonds-là. Mm. Euh, Peut-être dernière question avant qu'on passe au thème suivant. Après, de toute façon, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On y répondra enfin, monsieur qui répondra au fur et à mesure. Alors ça, bon, je pense que c'est un peu plus large, mais je suis président d'une association qui lutte contre le déterminisme social. Comment avoir une subvention de l'UE? Merci. C'est une question de Christian. alors là, ça va plutôt être le Fonds social européen. Ça sert notamment à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc il y a des acteurs qui sont compétents pour y répondre. Il y a vraiment une manne d'argent dans cette enveloppe, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Les fonds européens, au départ, ça peut faire peur. On se dit toujours, oh là, c'est compliqué. Bon, en réalité, il y a certaines subventions au niveau français, au niveau régional, qui sont bien compliquées aussi, hein, pour avoir testé un peu tout. Donc, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. Ça dépend du type de fonds européens. Mais il y a des acteurs, et notamment les régions, qui ont l'obligation de former les acteurs de leur région sur l'obtention de ces fonds-là. Donc, consultez un petit peu les sites de votre région pour voir s'il n'y a pas des formations sur tel ou tel aspect. Sinon, après, il y a des boîtes de consulting qui se sont montées ou des auto-entrepreneurs qui se sont montés pour aider les acteurs à répondre à ces appels à projets. C'est sûr que ça coûte de l'argent, hein, de les payer, mais en réalité, le coût est couvert par ces fonds-là. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux. Et rapidement, pour les territoires le développement des énergies renouvelables, en effet, il y a des fonds et de plus en plus de fonds européens sont fléchés là-dessus parce qu'il y a un engagement au niveau européen pour développer le renouvelable. Et Merci. petit exemple, il y a les éoliennes offshore dans la baie de Saint-Brieuc qui sont en grande partie financées par l'Union européenne. Merci. On va prendre le temps juste après de donner des exemples extrêmement, de décisions très précis au niveau européen qui impactent concrètement notre quotidien. Donc ça, on va y revenir juste après. Peut-être avant cela, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les droits liés à la citoyenneté européenne et notamment sur la différence de droits et de garanties accordées aux citoyens européens mobiles et aux citoyens européens non mobiles. Donc peut-être revenir un peu sur ces notions avant de passer aux exemples un peu plus concrets. Alors c'est vrai que quand on est citoyen européen, à partir du moment où on a la nationalité d'un État membre, on a automatiquement cette citoyenneté européenne dès la naissance ou dès l'obtention de la nationalité. Et il y a des droits spécifiques à cette citoyenneté, mais qui sont plus visibles quand on est mobile. Quand on est étudiant Erasmus, quand on va s'installer dans un autre pays, se marier avec un résident ou une résidente d'un autre pays de l'Union européenne. Donc c'est vrai que ce sont des choses qui sont plus visibles. Notamment, il y a la liberté de circulation au sein de l'Union européenne. Donc on n'a pas à présenter on n'a pas à demander des visas pour aller un week-end ou un an ou le reste de notre vie, comme en République tchèque ou à Malte. Et on n'a pas non plus besoin de demander un permis de travail. Si vous allez aux États-Unis, c'est faisable, mais c'est bien compliqué d'obtenir un permis de travail et l'autorisation d'aller aux États-Unis pour vous y installer. En sein de l'Union européenne, ça a été réellement simplifié au maximum. Et donc une fois qu'on est installé, il faut respecter certains critères, hein, parce que si on va s'installer dans un pays de l'Union européenne mais qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins,
qu'on n'a pas de travail et qu'on n'en cherche pas, on peut quand même être expulsé. La Belgique l'a fait envers plusieurs Français. Donc il y a quand même des conditions. Mais à partir du moment où on a un travail, même un travail partiel, à mi-temps par exemple, ben, il y a des droits. On a l'accès au logement, on a l'accès à des prestations sociales, au même titre que les citoyens du pays en question, là où on est installé. Et donc ça, bah, si on n'est pas mobile, on ne le voit pas, mais quand on est mobile, c'est quand même très important. Et par exemple, je pense aux prestations familiales, ben, donc liées au conjoint, à la conjointe, aux enfants. Quand on va par exemple en Pologne et qu'on est un couple homosexuel, ben, notre mariage est reconnu en Pologne. Parce que ce qui compte, c'est qu'on ne soit pas discriminé par rapport aux autres couples mariés en Pologne. Donc ça peut aussi créer une petite différence de traitement parce qu'en Pologne, il n'y a pas le droit de se marier entre personnes de même sexe. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de discriminer les autres Européens. Ça, c'est quelque chose vraiment, on doit reconnaître. Si la France reconnaît le mariage pour tous, c'est pas à ce moment-là, les autres pays doivent le reconnaître. Donc ça, c'est quelque chose d'important, cette non-discrimination pour les citoyens qui circulent, qui travaillent, ou même par exemple les retraités qui vont s'installer dans un pays. Ils ont suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins, ils ont la retraite. On ne peut pas leur interdire d'acheter une maison ou d'accéder à un logement. C'est pas possible. Euh, Ensuite, au niveau du travail, il y a une question sur le sujet. Ben, quand il y a des branches qui s'appliquent, des conventions de branches, pardon, qui s'appliquent dans un secteur, elles s'étendent à tous les travailleurs européens, pas uniquement les Français, par exemple. Et donc, par exemple, il y a le salaire minimum en France, c'est-à-dire qu'il s'applique, y compris aux travailleurs roumains, puisque quelqu'un pose la question. Ce qui ne s'applique pas, c'est l'égalité au niveau des charges sociales pour les travailleurs seulement détachés. C'est-à-dire que si un Roumain vient s'installer en France, je sais pas moi, il devient ingénieur, il sera payé au prix d'un ingénieur en France. Les charges sociales, c'est pareil, parce qu'il va cotiser en France. Donc là-dessus, c'est quand même temps la même chose. Par contre, un travailleur détaché, à ce moment-là, c'est pas pareil. Parce que travailleur détaché, c'est pour une période courte. Donc des fois, bon, il y a un peu des abus, mais normalement, c'est pour une période courte. Et à ce moment-là, euh, c'est voilà, pour un chantier, ça peut être pour une mission aussi d'un cadre supérieur, hein, c'est pas forcément bas salaire d'ailleurs, mais c'est une mission courte et on facilite cette liberté de circulation des travailleurs. Donc il y a quand même le salaire qui est au même niveau, mais c'est les charges sociales, vu que cette personne en réalité réside toujours dans son pays d'origine, c'est juste temporairement que cette personne va travailler ailleurs, ben, les charges sociales, elle les cotise toujours dans son pays d'origine, puisqu'après elle va revenir dans son pays d'origine très rapidement. Et donc, du coup, bah, c'est la sécurité sociale, par exemple, en Roumanie, qui va continuer à payer les frais d'hôpitaux et autres de ce travailleur détaché. Donc, il ne faut pas confondre les deux, parce que, par exemple, on parle des Roumains, mais on peut dire qu'un plombier polonais qui vient s'installer à Paris parce qu'on est en pénurie de plombiers, qu'on soit clair, enfin je parle depuis Paris, excusez-moi, et ben si c'est quelqu'un qui s'installe, mais pour 5 ans à Paris pour être plombier, il va être au même prix qu'un plombier français. C'est uniquement, donc en fait, l'histoire du plombier polonais qui vient piquer le travailleur des Français et qui est sous-payé, en fait, non, c'est pas possible. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a un abus. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'un travailleur détaché, pour la plomberie, non. Ou alors c'est un chantier pour la création d'un immeuble, mais ça va pas être pour la plomberie, enfin, pas quotidienne, j'espère qu'on n'a pas besoin d'un plombier quotidiennement, mais pour les particuliers, on n'a pas besoin, on va pas payer un plombier uniquement sur une semaine et le faire venir de Pologne. Ça coûterait trop cher parce qu'il faut quand même lui payer l'aller-retour. Donc c'est impossible il est logé. Donc du coup, c'est là la différence, il faut faire attention là-dessus parce que parfois il y a un petit peu des préjugés et il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de cadres sup français qui notamment qui sont avocats et qui font des missions pour des entreprises et qui sont détachés, travailleurs détachés, et qui vont au Luxembourg, qui vont en Belgique, qui vont en Pologne aussi pas mal. Et eux du coup cotisent les charges sociales en France, donc pour le coup c'est pas
comment c'est pas grave pour la concurrence, mais en tout cas, c'est le même principe, quoi. Donc c'est pas uniquement les Roumains qui viennent en travailleurs détachés. Après, il y a pas mal d'abus. Les abus viennent des entreprises, souvent des pays qui les emploient, qu'en réalité, ce ne sont pas des travailleurs temporaires, entre guillemets, mais qui restent sur une longue période. Et ben là, c'est plus du travail détaché. Mais là, ça revient, c'est les autorités françaises qui doivent contrôler les entreprises pour vérifier qu'en effet, il n'y a pas d'abus sur cette question. Merci. Est-ce que vous vouliez compléter sur la question citoyen européen mobile et non mobile, ou on peut passer aux différents thèmes et exemples un peu plus concrets? Peut-être très rapidement pour les droits des citoyens européens qui ne sont pas mobiles, il y en a quand même. Il y a par exemple l'initiative citoyenne européenne, c'est-à-dire qu'on peut, si on est suffisamment nombreux, de plusieurs pays différents, parce qu'on peut se connecter grâce aux réseaux sociaux et autres, on peut demander à la Commission européenne de proposer une norme européenne. Par exemple, que l'accès à l'eau soit un droit partout en Europe. On interdise les expérimentations sur les animaux par rapport aux cosmétiques, qu'on interdise la fourrure animale pour les habits. Ça, c'est les choses, si c'est quelque chose qui intéresse les citoyens, même s'ils ne sont pas mobiles, ben, ils peuvent commencer à monter ça. Et s'il y a 1 million de signatures dans 7 pays différents, à ce moment-là, ben, on peut influencer les normes européennes, y compris sans être mobile. Alors après, c'est vrai que si on n'est pas mobile, on a peut-être moins ce réseau, mais si on s'appuie sur une association, ça peut se faire, y compris quand on n'est pas mobile. Après, il y a le médiateur européen et ses déclinaisons un peu partout en Europe. Si on a des conflits avec les institutions européennes, on a le droit de pétition aussi pour se plaindre. C'est directement adressé aux parlementaires européens. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui sont assez méconnues, mais qui nous sont accessibles, y compris quand on n'est pas mobile. Et après, en dehors de ces droits qui sont spécifiquement liés à cette citoyenneté européenne, il y a le droit européen de manière générale. On a donné déjà quelques exemples dans la première partie qui s'appliquent à nous directement. Merci. On a une question sur la défense européenne, mais peut-être qu'on y reviendra un peu après. Donc du coup, vous l'avez dit, être citoyen de l'UE nous donne une série de droits au quotidien et de nombreuses garanties. Ça passe des principes fondamentaux à des questions aussi pratiques comme l'indemnisation en cas de retard d'un avion, ou le fait de pouvoir profiter de tarifs raisonnable lorsqu'on téléphone dans un autre pays au sein de l'UE. Là, on va passer en série en revue plusieurs thèmes majeurs sur lesquels les décisions de l'Union européenne ont un rôle non négligeable sur notre quotidien. On va commencer par le respect de la vie privée. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi la protection de la vie privée et des données personnelles est profondément ancrée dans la culture européenne et comment ça impacte directement notre quotidien? Alors, il faut savoir que le droit au respect de la vie privée et familiale est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et ça, c'est depuis 2000. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré, même si son application concrète, parfois, a pu peut-être un petit peu tarder. Mais on est la zone dans le monde qui est la plus protectrice envers les droits des données personnelles. Il y a notamment ce qu'on appelle le règlement pour la protection des données personnelles, le RGPD, Règlement général pour la protection des données personnelles, parce qu'on aime bien les acronymes en Europe. Et ça peut être assez contraignant quand même pour les entreprises, pour les associations, mais ça nous fait réfléchir beaucoup sur nos données personnelles. Auparavant, on se disait, mais si on n'a rien à se reprocher, après tout, ils peuvent prendre toutes mes données, c'est pas bien grave. Et cette norme européenne nous a fait réfléchir sur ces acteurs qui se sont fait de l'argent uniquement sur nos données personnelles. Déjà en soi, c'est une question. Et après aussi pour ces acteurs qui ont eu accès à des données personnelles et ils n'auraient pas dû y avoir accès. Et ça peut avoir une incidence concrète. On n'aimerait pas que les assurances aient accès à tout notre dossier médical, par exemple.
que notre futur employeur ait accès à notre religion, pour qui on a voté, etc. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas trop fait attention avec le développement du numérique, hein, qui a facilité ces échanges sur les données personnelles. Et il était grand temps qu'on revienne dessus. Donc aujourd'hui, parfois ça agace un petit peu, mais quand on va sur un site internet, on nous demande, il y a un pop-up, et puis on nous demande, est-ce que vous voulez qu'on collecte vos cookies? Donc, qui montre que vous avez été sur tel ou tel site. Ça paraît anodin comme ça, mais enfin, si vous allez sur certains sites religieux ou autres, certains achats particuliers, en fait, là, ça me permet de dire, non, j'ai pas envie que chacun sache où est-ce que j'ai été, qu'est-ce que je regarde sur Internet, etc. Donc, sans avoir forcément quelque chose à se reprocher, c'est important d'avoir euh, ce respect à ces données personnelles. Donc, on a mis un certain temps à le faire, mais on est la zone au monde qui a été la plus exigeante sur ce respect-là. Et en fait, à partir du moment où le marché européen, c'est environ 500 millions de personnes, un peu moins parce que les Britanniques sont partis, mais quand même, les acteurs qui interagissent avec ces 500 millions de citoyens, s'ils doivent respecter certaines normes, souvent, tant qu'à faire, s'ils sont des acteurs un peu partout dans le monde, ils respectent ces normes pour tout le monde. Surtout dans le domaine du numérique, en fait, les frontières nationales, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ces acteurs-là. Donc c'est vrai que grâce à l'action de l'Union européenne, ça peut aussi permettre de protéger notamment, par exemple, les Américains. Et donc ça, cette exigence-là, est très importante pour les consommateurs, même s'ils n'ont pas forcément trop conscience. Mais on l'a vu dans d'autres pays, notamment les États-Unis, ça peut avoir des incidences graves. Vous ne pouvez pas trouver d'assurance si vous avez eu un cancer une fois dans votre vie. C'est pas le cas en Europe, c'est pas possible. Merci. Un autre thème qui a été évoqué dans 2 ou 3 questions, donc c'est l'environnement. Donc l'Union européenne consacre plus de 30% de son budget à la défense de l'environnement, à la lutte contre le changement climatique. Plus récemment, on a vu que dans le plan de relance européen, donc sur les 750 milliards d'euros du plan, 37% étaient dédiés au climat, ce qui est quand même très important. Et ce qui en a découlé après aussi dans les orientations du plan de relance français. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rôle d'impulsion qu'a l'Union européenne en matière environnementale, donc sur la réduction des émissions, la protection des aires protégées, des zones protégées, la lutte contre le plastique, etc., pour que ce soit un petit peu plus concret? Donc il y a la partie financement qu'on a déjà effleuré. Donc ça, c'est déjà quelque chose en soi, de flécher une partie des financements là-dessus. On peut plus, ou quasiment plus, financer des projets polluants par de l'argent européen. S'il n'y a pas d'argent européen, on fait ce qu'on veut, mais quand il y a de l'argent européen, on ne peut pas faire quelque chose qui va vraiment à l'encontre de l'environnement. Enfin, il y a encore quelques exceptions, mais de plus en plus, c'est plus possible. Donc ça, déjà, c'est une grande avancée. Mais au-delà de ces financements, il y a des engagements. Il y a des engagements en commun qui sont très ambitieux. Je parlais de la protection des personnels juste avant. On était le secteur dans le monde qui était le plus exigeant envers cela. Et c'est pareil au niveau environnemental. Puisqu'on a des très fortes ambitions sur la réduction du CO2, le développement de l'éolien, l'efficacité énergétique aussi, qui fait aussi du bien au porte-monnaie des citoyens. Et donc tout ça, c'est pris au niveau européen. Après, une fois qu'il y a ces ambitions, il faut une déclinaison dans chacun des pays et des régions. Et à ce moment-là, on sait bien qu'on n'a pas tous la même histoire, qu'on n'a pas tous la même industrie. Pour la France, c'est surtout tourné vers le nucléaire pour la production de l'énergie. C'est pas le cas pour la Pologne, où il y a encore beaucoup de charbon. Et donc, même si on a des engagements en commun, après, on prend en compte quand même les différences des uns des autres. Du fait de est-ce qu'on était relié plutôt au niveau énergétique à la Russie, par exemple, qui est quand même des pays qui étaient membres de l'URSS. Donc au niveau du gaz, par exemple, ils étaient très dépendants. Et puis d'autres, en France, comme j'ai dit, le nucléaire, mais le gaz, c'est essentiellement de l'Algérie, pour les raisons qu'on connaît. Ne serait-ce que géographique. Donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte tout ça, et qu'il y a une flexibilité dans l'Union européenne qui permet à certains d'être beaucoup plus
ambitieux d'aller... on ne retient pas quoi, les pays européens qui veulent faire plus. Donc notamment sur le domaine environnemental. Donc il y a des pays, bon, souvent on cite les pays nordiques, mais il y a le Portugal aussi, qui a fait beaucoup sur le solaire. Et il y a certains pays, bon voilà, la Lituanie qui était 100% dépendante au gaz russe, ben, qui maintenant n'est plus du tout dépendante au gaz russe. Donc voilà, il y a des transitions qui sont permises par l'Union européenne. Et donc ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que si chacun des pays était de son côté, on ne serait pas aussi ambitieux. Ça, c'est sûr à 100%. Et d'ailleurs, même quand il y a des normes européennes qui ont été décidées en commun, hein, après on est dans la majorité ou pas, mais c'est la règle de la démocratie, il y a des États, notamment la France, depuis des décennies, qui mettent énormément de temps à appliquer ces normes européennes. Et la France se fait souvent condamner par l'Union européenne parce qu'elle ne respecte pas ses engagements au niveau énergétique, au niveau environnemental. Et par exemple, sur la pollution de l'air, en région C'est parisienne, ça. on est très mauvais. Et c'est le Conseil d'État en France qui a sanctionné l'État français parce qu'il n'agit pas suffisamment pour protéger ses citoyens contre la pollution de l'air. Parce que il faut savoir que le juge français est aussi juge européen. Il fait appliquer le droit européen dans son territoire. Merci beaucoup. Est-ce que aussi vous pouvez, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais nous donner des exemples d'avancées permises toujours par l'Union européenne en matière de protection sociale, de conditions de travail équitables et notamment sur la lutte contre le dumping social qui est un thème assez d'actualité et qu'on évoque assez souvent. Alors, on l'a effleuré avec les travailleurs détachés. C'est vrai que si Ouais. chaque entreprise pouvait embaucher de façon temporaire des travailleurs non nationaux et les payer au rabais, ça aurait des conséquences. Donc, la directive travailleurs détachés, ça a cette incidence qu'on ne peut pas les payer au lance-pierre. Après, comme partout, il y a des abus, mais il faut les contrôler. Et c'est à l'État de les contrôler. Et c'est uniquement la partie charge sociale. Après, il y a des aspects où, sur le social, on essaye d'avoir une convergence, c'est-à-dire on va réduire les disparités entre nous, mais on ne va pas forcément imposer le même modèle partout. Pourquoi? Parce que certains sont fiers de leur modèle, n'ont pas forcément envie de l'abandonner. Et puis, dans certains pays, ça marche mieux que dans d'autres, certains types de modèles. Si on demande aux Suédois s'ils veulent absolument le système de sécurité sociale et les négociations syndicales en France, ils vont dire bah non, pas du tout, on est meilleur que vous. Hein. Donc l'Europe sociale, si c'est la France en plus grand, les Nordiques, ils n'en veulent pas. Parce que pour eux, la France n'est pas au niveau. Donc, si on pense à certains autres pays, comme la République tchèque, la Slovaquie, ben, eux, par contre, ont mis en place le salaire minimum grâce à l'Union européenne, parce que c'est vrai qu'avant, il n'existait pas, et en contact des autres, ils ont mis ça en route. Et donc, voilà, on est tous à des niveaux différents de protection sociale ou des systèmes assez différents, et on essaye de converger pour réduire le dumping social. Et par exemple, là, il y avait un accord dans la nuit, c'était pas fait exprès pour ce soir, mais sur le salaire Ça tombe minimum. bien. Et donc, voilà, par exemple, les Suédois freinaient là-dessus. Et c'est pas une question de dumping social, si on a envie qu'ils aient le salaire minimum, pas du tout, parce que généralement, ils sont mieux payés que nous. Mais c'est parce que eux, ils ont des syndicats qui sont très forts et qui négocient branche par branche. Et donc, ils nous disent, mais votre système, on n'en veut pas, parce que notre système marche très bien. Et en réalité, on a réussi un petit peu à les faire fléchir, pardon. Ils ont accepter le salaire minimum, mais chez eux, ça sera négocié branche par branche, ce salaire minimum. Ce ne sera pas le même salaire minimum partout. Et donc, on a réussi à être flexible pour qu'ils adaptent cette idée de salaire minimum, qui est quand même assez répandue en Europe, à leur système, qui peut-être est meilleur que le nôtre, en effet. Donc, c'est vrai que l'Union européenne a cette facilité de flexibilité qui permet, même si à la base on se dit mais on est tellement différents, comment on va faire en sorte sur toutes les affaires sociales, ben, on va converger petit à petit. Pas forcément pour avoir exactement le même modèle partout, mais pour éviter de trop grandes disparités. Et il y a des exemples très concrets. Bon, je vous ai parlé des citoyens mobiles, voilà, pas de discrimination au travail, l'égalité femmes-hommes qui est très importante pour l'Union européenne. Pareil, on n'a rien Enfin, les zones nordiques n'ont rien à nous envier, à nous Français, pour le coup. Et donc, on s'inspire des uns des autres et petit à petit, on avance. Il y a
l'extension du congé parental aux hommes. C'est vrai que si les hommes prennent plus souvent leurs congés parentaux, il y a moins de discrimination à l'embauche pour les femmes, parce qu'on se dit elles vont être enceintes, donc elles vont forcément prendre un congé maternité, alors que l'homme, il va pas le prendre, il va peut-être prendre 2 jours. Non, c'est pas du tout la norme en Finlande ou en Suède, et donc petit à petit, on essaye de se rapprocher. Et donc ça, par exemple, la France était dans la minorité qui ne voulait pas forcément cette avancée sociale, et la majorité l'a voulu en Europe, donc on l'applique aujourd'hui. Et donc les citoyens français sont quand même plutôt contents de ce résultat. Merci. Un autre sujet aussi brûlant qu'on a évoqué un peu au cœur de l'actualité, c'est le contrôle des produits alimentaires. On a vu, il y a plusieurs scandales qui ont éclaté ces dernières années. Donc, on peut évoquer le scandale de la viande de cheval il y a quelques années, l'affaire Lactalis impliquant cette fois-ci le lait infantile, etc. Donc, certes, on pourrait dire que la sécurité alimentaire européenne est encore perfectible. Toujours est-il qu'on possède l'une des législations alimentaires les plus strictes au monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? En effet, on a beaucoup progressé sur la traçabilité, notamment de la viande. Et à chaque crise, l'Union européenne avance plus rapidement. Donc, il y a eu la crise de la vache folle, et ça nous a permis de faire beaucoup de progrès sur cette question. Donc maintenant, s'il y a un souci, un contrôle dans un pays, dans une région très précise, sur un type de produit qui est commercialisé un peu partout en Europe, parce que c'est ça un marché commun, les produits circulent, et bien on est capable de les rappeler. Et à partir du moment où on a vu ce problème, qu'on l'a signalé et qu'on rappelle les produits, ça se fait très rapidement. Et ça évite en effet, par exemple, des hospitalisations, ou pire des cas, la mort par exemple d'enfants. Donc c'est très important qu'on soit ultra réactif là-dessus. C'est pas du tout le cas d'ailleurs partout dans le monde. Donc parfois, quand il y a une usine qui dit oh, voilà, il y a un problème de sanitaire, si le produit est commercialisé un peu partout et qu'il n'y a pas les bons contrôles à la frontière, à ce moment-là, c'est difficile de rappeler tous les produits. Nous, il faut savoir que déjà, il y a les frontières extérieures, hein, c'est pas une zone sans frontières, hein, l'Union européenne. Il y a des frontières, mais à l'extérieur. Donc il y a déjà ces tests au niveau douanier pour être sûr s'assurer que les aliments sont viables, etc. Et il y a une confiance au sein du marché intérieur et donc des contrôles. Et dès qu'il y a quelque chose qui est dangereux, on peut le retirer très très rapidement. Le souci, c'est quand les entreprises cachent ces problèmes sanitaires. Et à ce moment-là, le système se met un peu plus lentement en place. Mais à partir du moment où l'alerte est lancée, à ce moment-là, c'est très rapide. Il y a une très bonne coopération au niveau des différentes autorités nationales. Mais là où parfois le bas blesse, c'est dans les entreprises qui cachent parce qu'ils ne veulent pas endommager l'image de l'entreprise, par exemple. Donc là-dessus, malheureusement, on ne peut pas être omniscient, on ne peut pas savoir tout sur tout. Mais en tout cas, dès qu'on décèle le problème, il est réglé rapidement en Europe, donc ce qui est quand même rassurant, même s'il y a une liberté de circulation des produits, donc on fait confiance aux uns ou aux autres, en cas de problème, on peut réagir très rapidement. Et pour la réglementation, ça intervient à chaque étape de la chaîne alimentaire. Enfin, comment ça se passe, ou ça dépend vraiment des types d'aliments ou des produits? Alors en fait, au niveau des aliments, quand c'est produit quelque part, ça peut être produit et puis transformé ailleurs, d'ailleurs, c'est souvent le cas. Une fois qu'il y a eu les tests dans un pays, tous les autres pays font confiance à ces tests. Okay. Et donc, ils sont commercialisés partout. C'est important pour la liberté de circulation des produits, c'est important pour que les aliments coûtent moins cher. Parce que s'il fallait multiplier les contrôles un peu partout, les produits circuleraient beaucoup moins facilement et l'alimentation serait plus chère pour les consommateurs. C'est pour ça qu'on a créé ce système. En contrepartie, bien sûr, il y a ce système qui va réagir très rapidement pour enlever les produits. Alors après, il y a des différences entre les produits alimentaires et les produits, par exemple, les jouets pour enfants.
il y a des normes pour qu'ils ne soient pas dangereux. Par exemple, auparavant, il y avait des boutons pour les yeux des nounours qui pouvaient se détacher trop facilement et les enfants pouvaient s'étouffer. Voilà, là, il y a des normes communes pour que ça soit respecté partout dans l'Union européenne. Et chaque peluche pour enfants qui entre dans le marché commun doit respecter ces règles. Il n'est pas question qu'on accepte des peluches qui viennent d'un autre pays, sur un autre continent, qui ne respectent pas ces normes. Parce que si on fait respecter ces normes pour nos producteurs, il faut qu'ils soient respectés aussi par les autres. Ça, c'est important. Ok. Peut-être pour conclure sur la protection du consommateur, il y a d'autres domaines qui sont touchés, donc vous l'avez dit, tout ce qui, enfin, jouets des enfants, etc. Ça peut concerner l'étiquetage des produits. Sur ces questions-là, étiquetage des produits, lutte contre les pratiques commerciales déloyales en ligne, comment ça s'applique? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont développées pour la protection du consommateur. Des choses très concrètes, par exemple, quand on achète en ligne, on a 15 jours, ou par téléphone d'ailleurs, on a 15 jours pour pouvoir retourner le produit, même sans avoir de justification. Mais parce que, voilà, quand on voit l'objet qu'on achète, le produit qu'on achète, on l'a entre nos mains, c'est plus facile de faire son choix. Alors que quand c'est sur Internet, il peut y avoir des malfaçons, ça peut ne pas correspondre à ce qu'on voulait, c'est pas la bonne taille, etc. Et donc là, c'est cette facilité partout en Europe, et ça, c'est valable pour tous les produits qu'on achète en ligne. Euh, il y a aussi le remboursement au niveau des transports aériens. Quand il y a énormément de retard, on peut demander à la compagnie de nous rembourser. Bon, parfois, les compagnies aériennes font un peu la sourde oreille, donc il faut pas lâcher. Parce qu'au bout d'un moment, elles comprennent bien qu'elles n'ont pas le choix. Mais parfois, bon, en effet, C'est un faut peu compliqué. un petit peu s'acharner, mais voilà, ça se fait. Et si on a un problème en tant que consommateur, on a un point de contact national justement pour les consommateurs européens, pour faire des réclamations gratuites. Donc si on est empêtré dans un problème avec une compagnie aérienne, ferroviaire ou autre, au niveau de l'énergie aussi, et on peut faire appel à son point de contact au niveau national. Ça, c'est des choses qui sont impulsées au niveau européen et qui ont une réalisation concrète au niveau français. Parfois, on ne sait même pas en fait que c'est européen. On a l'impression que c'est uniquement français, mais ça a été insufflé par l'Union européenne. Pour revenir sur le contrôle des produits alimentaires, Christian nous demande, donc, pour les produits alimentaires venant hors d'Europe, donc comment se passe le contrôle pour ces produits-là? En fait, il y a un contrôle qui est commun. C'est pas chaque pays qui va refaire les contrôles. Si le produit est contrôlé en France, après, il peut circuler partout dans l'Union européenne. Mais ces contrôles sont communs. Ça veut dire que, par exemple, le poulet aux hormones, c'est pas possible en Europe. Donc la France l'acceptera pas et pourra pas ensuite, donc du coup, le revendre, enfin un producteur, hein, la France, le revendre, enfin un distributeur, le revendre en Roumanie ou en Pologne ou autre. Donc ça, c'est important qu'on ait ces normes en commun, parce que sinon certains seraient plus flexibles que d'autres, et puis voilà. Et je prends l'exemple du Royaume-Uni qui a décidé de quitter l'Union européenne, et après il faut négocier ses propres accords commerciaux, notamment avec les États-Unis. Et à ce moment-là, quand on n'est que le Royaume-Uni face aux États-Unis, c'est plus difficile d'imposer ses propres normes. Alors que l'Union européenne, qui est un gros acteur, impose plus facilement ses normes à un autre gros acteur. Et au niveau des marchés intérieurs, que ce soit Union européenne versus États-Unis, ils sont similaires. Bon, c'est vrai qu'on est un peu plus nombreux avec les Britanniques, maintenant un peu moins, mais on est assez similaires. Donc par exemple, le poulet aux hormones, c'est niet. On ne peut pas en importer dans l'Union européenne. Donc après, certains aimeraient qu'on soit encore plus exigeant. Bon, ça, c'est une question de politique, hein, mais il y a déjà des produits qui sont interdits. Merci. Pour finir, avant de prendre 2 ou 3 dernières questions, n'hésitez pas à poser vos dernières questions dans l'onglet. Donc du coup, vous avez évoqué un certain nombre d'avancées, de garanties dans plusieurs domaines. On l'a vu aussi, et ça a été évoqué plusieurs fois, la période sanitaire a mis en lumière l'efficacité de la coopération européenne, notamment sur le plan sanitaire, et on peut parler par exemple de la production d'un vaccin dans des délais records, le fait que l'UE a fait des achats groupés
de milliards de doses pour ces États membres, etc. Est-ce que c'est pour vous un modèle à suivre et est-ce que vous pouvez revenir plus globalement sur le rôle de l'Union européenne durant la crise, parce que vous aviez dit qu'il y avait des domaines de compétences qui avaient été étendus dans le cadre de la crise sanitaire. Donc c'est vrai que quand on parlait de santé auparavant, on ne pensait pas forcément à l'Union européenne. Ça a été assez peu développé. Alors, il existait déjà des choses, notamment des financements pour la recherche. Ça, c'est important parce que les vaccins ont été développés en Europe, ceux qui fonctionnent en tout cas. Donc ça, c'est très important parce que sans ce financement au préalable, on n'aurait pas forcément eu des vaccins aussi rapidement. Donc même ceux qui ont été développés au Royaume-Uni, les chercheurs ont eu de l'argent européen pour ça. Donc ça, c'est déjà quelque chose, même en dehors des crises, en fait, on sait qu'on a une politique sur le long terme qui est viable. Alors après, face à cette crise, il a fallu réagir rapidement. Et on a par exemple, en compétences d'appui, ce que je disais au tout début, sur la santé, l'Union européenne a fait des achats groupés de vaccins. Pourquoi? Parce que si l'Allemagne, la France, les Pays-Bas s'achètent leurs propres doses, déjà on aurait pu être en concurrence les uns avec les autres, donc ça aurait été compliqué. Mais il y a certains pays qui ont moins de finances, comme la Grèce par exemple, qui peut-être n'auraient pas obtenu de vaccins en nombre suffisant. Et donc là, plus de liberté de circulation des Européens. Parce que c'est pas possible de continuer à circuler si en réalité on n'est pas tous vaccinés. Donc c'est vrai que c'était un enjeu stratégique. Après, certains disent oui, mais du coup ça a été un petit peu plus long. Oui, mais au moins on a tous pu être vaccinés, ceux qui l'ont voulu en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On a vu que l'Union européenne a su quand même être très réactive par rapport aux anciennes crises. Elle a été beaucoup plus réactive à ce moment-là. Il y a aussi des coopérations, mais là c'était plutôt au niveau bilatéral. Mais bon, forcément, quand on est dans l'Union européenne, ça favorise aussi ces coopérations bilatérales entre États membres, notamment l'Allemagne qui accueille des patients français et vice-versa, notamment alsaciens. On est venu en aide à l'Italie, par exemple, aussi. Donc c'est des choses, voilà, à un moment donné, on avait plus de respirateurs, de masques, on en a donné aussi en Italie, l'Allemagne a fait pareil, etc. Et donc ce sont des choses qui peuvent se faire aussi en Union européenne, mais parce qu'on est dans l'Union européenne, ça facilite beaucoup plus ces coopérations. Et la Chine et la Russie ont communiqué aussi sur le fait qu'elles avaient aidé l'Italie, pardon. Le matériel médical russe envoyé en Italie était défectueux. Donc ça n'a pas servi à grand chose. Et pour le matériel qui a été envoyé par la Chine, en fait, c'était du matériel notamment beaucoup européen qui a été envoyé en aide à la Chine. Et ils n'ont pas tout utilisé, ils ont renvoyé une partie à l'Italie. Donc sans communiquer sur le fait qu'à la base, c'était quand même de l'aide de l'Union européenne. Donc pas tout ce qu'ils ont donné, mais quand même une bonne partie. Donc petite précision quand même, parce qu'il y a eu pas mal de désinformations sur ce sujet. Et ensuite, il y a le niveau économique, au niveau du plan de relance. Le plan de relance européen, c'est un endettement commun. C'est pas la première fois, mais c'est la première fois à ce niveau d'endettement. Et ça a permis, notamment les aides d'État, on a complètement lâché la bride pour les aides d'État, puisque c'est contrôlé pour éviter les grands monopoles, qui a quand même de base pas mal d'exceptions, mais là il y avait énormément d'exceptions pour venir en aide à nos entreprises. Et il y a aussi de l'argent pour venir en aide à nos entreprises, parce qu'un pays comme l'Allemagne, qui a des finances saines, n'a pas eu besoin de beaucoup d'argent de l'Union européenne pour pouvoir aider ses entreprises. La France avait besoin de cet argent. Sans l'Union européenne, la France n'aurait pas pu s'endetter toute seule à ce point-là pour pouvoir venir en aide aux entreprises, notamment le chômage partiel. L'Union européenne a énormément aidé les États, les États à financer le chômage partiel dans les entreprises. C'est parce que le plan de relance européen a permis de financer le plan de relance français à hauteur de, je ne sais plus, 40 milliards ou sur les 100 milliards, ou c'est via d'autres systèmes, fonds Alors, de manière générale, l'Union européenne a été réactive, c'est-à-dire qu'avant même, parce qu'il faut que ça soit voté, le plan de relance, comme je vous dis, l'Union européenne n'agit pas quand elle n'a pas les compétences, donc elle n'agit pas jamais toute seule. Donc, il fallait passer par le vote. Mais avant de passer par le vote, il y a eu sur le budget classique des fonds qui ont été dédiés et directement débloqués pour la relance, même avant ce grand plan de relance. Donc ça, c'est important parce que sinon, le chômage partiel, on aurait eu
plus de mal à le financer. Alors en fait, la France, elle, a choisi de ne pas trop avoir recours à l'argent européen pour le chômage partiel, mais d'autres États ont intégralement financé leur chômage partiel par des aides européennes. Mais on a pris quand même des aides européennes avant ce plan de relance. Et ce qui est intéressant dans ce plan de relance, c'est pas un chèque en blanc. On s'est endetté en commun. Quand on s'endette en commun, à un moment donné, il va falloir rembourser. Ceux qui ont prêté cet argent. Et donc, on a décidé d'investir sur des choses en commun, notamment, vous l'avez dit, sur l'environnement, pour pas que chacun puisse juste combler un manque de budget par-ci, par-là, mais qui n'a rien à voir avec la crise. Ce sont des dépenses uniquement d'investissement. C'est pas des... Quand on dépense sur les infrastructures, notamment énergétiques, ça a un intérêt en commun. Parce que si d'un coup beaucoup de pays, un groupe de pays dans l'Union européenne a énormément de mal au niveau de l'électricité, du gaz ou autre, en fait en réalité ça va impacter tous les autres parce qu'on a un marché en commun. Donc ça nous impacte. Et puis vu qu'on a des économies très interdépendantes, si la moitié de nos clients ou prestataires deviennent pauvres et font faillite, on va suivre dans un effet domino. Donc on avait ce besoin de s'endetter en commun. Ça, c'était auparavant, on a pu, la crise économique précédente, un petit peu se quereller sur cette question, parce qu'il y a une question aussi de pratique budgétaire à la normale qui était aggravée dans cette crise. Mais là, la crise sanitaire, on était tous touchés. Il n'y avait pas de responsabilité sur cette crise sanitaire, il n'y avait aucune question là-dessus. Autant sur la première, des fois, il y avait des crises économiques, il y a des débats, on va dire. Mais sur la crise sanitaire, c'était de la faute de personne. Donc on a réagi en commun pour des dépenses en commun et on a aussi réfléchi à de nouvelles ressources pour l'Union européenne, ce qu'on appelle les ressources propres. Donc ce n'est pas les États qui donnent, mais l'Union européenne qui va développer ces nouvelles ressources pour pouvoir rembourser ses prêts. C'est un quand même. Et est-ce que, selon vous, toutes ces actions qui ont été menées ont été assez visibles au sein des États membres? C'est-à-dire, est-ce que tout ça, ça a permis un peu de changer de manière positive l'image que les citoyens européens avaient de l'Union européenne ou non? Enfin, comment vous l'avez perçu? Après, je sais que c'est très subjectif, mais... Alors c'est subjectif pour chaque personne, mais il y a des sondages qui montrent depuis plusieurs années que l'accroissement du soutien des Français et des Européens de manière générale envers l'Union européenne. Et ça se voit de toute façon, on le voit tout autour de nous. Dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un besoin, on a tendance à se retourner vers l'Union européenne. Mais que fait l'Union européenne? Donc parfois, il y a des gens qui sont très exigeants, très critiques envers l'Union européenne, mais ce réflexe, c'est quand même dire, mais que fait l'Union européenne par rapport à ça? Que fait l'Union européenne pour l'Ukraine? Que fait l'Union européenne par rapport au Covid? Que fait l'Union européenne par rapport au chômage en Europe? Et donc il y a certains cas, les deux premiers où l'Union européenne peut agir, et il y a certains cas où en réalité c'est plutôt le pays, la France, notamment sur la lutte contre le chômage. L'Union européenne peut venir en soutien, mais en réalité lutter contre le chômage, il y en a en Europe qui se débrouillent très très bien et d'autres qui se débrouillent assez mal. Donc en fait c'est aussi une question de compétence. Mais de plus en plus on se tourne vers l'Union européenne et à chaque crise on se tourne davantage vers l'Union européenne. Et l'Union européenne réagit de plus en plus vite et de façon encore plus inédite. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Mon avis subjectif et l'avis de mon association, c'est que ça va dans le bon sens. Après, ça ne veut pas dire qu'on veut que tout soit fait au niveau européen. On ne veut pas d'un État centralisé en Europe, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il n'y a qu'en France qu'on a un État centralisé. D'ailleurs, nos voisins n'aimeraient pas du tout ça. Et ce n'est pas du tout à l'agenda. Mais il y a certaines compétences, on le voit, c'est logique au niveau, par exemple, de l'environnement. Ça fait sens de faire ça en commun. Et il y a des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément énormément réfléchi, comme la santé. Et en réalité, on se dit que face aux pandémies qui vont continuer, le coronavirus, c'est pas la dernière pandémie qu'on va avoir malheureusement, il faut qu'on réfléchisse en commun. Il faut qu'on ait des actions en commun par rapport à ça. Donc il peut y avoir aussi des nouveautés sur lesquelles on n'a pas beaucoup réfléchi, mais avec les crises, ça nous fait progresser. Je vois quelqu'un insiste sur la question de l'armée européenne. On a deux questions qui ont été pas mal posées, donc vous allez répondre. C'est l'armée européenne, mais aussi la question de la PAC et de la filière bio. Voilà, donc si on peut au moins répondre à ces deux questions. Alors, sur la politique agricole commune a été révisée il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut peut-être
attendre un petit peu aussi les effets. Il faut savoir qu'il y a la politique agricole commune décidée au niveau européen, c'est-à-dire avec les États membres et les députés européens. Mais il y a aussi après une utilisation des fonds par pays. Donc il y a la gestion des fonds qui sont faits par pays. Et donc c'est toujours très important de savoir qui fait quoi, pour savoir en cas de problème, c'est à cause de qui. Et en cas de choses positives, c'est grâce à qui. Donc ça, petite précision sans rentrer forcément dans le détail. La PAC, c'est Verdi. On fait plus de place au bio, au circuit court. Donc ça, c'est important dans la stratégie européenne de voir ça. Ça, c'est déjà quelque chose qui est mis en place. Mais ça va se renforcer, et notamment, il y a le paquet, ce qu'on appelle Fit for 55, c'est plutôt le pacte vert en français, où on a la stratégie de la ferme à l'assiette en français. Parce qu'en anglais c'est différent, c'est la fourchette. Et donc on va encore un peu plus verdir ça, mais pour verdir, il faut accompagner nos agriculteurs. Il ne faut pas juste imposer des objectifs, il faut accompagner ce changement. Parce que c'est vrai que après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on avait, et quand la PAC a été mise en place, on avait une volonté productiviste. Pourquoi? Parce qu'on avait des besoins, parce qu'il y avait des rationnements après la guerre. Donc on avait ce besoin, on y a été. Et là, on se rend compte que peut-être on a été un petit peu trop loin, ou peut-être on l'a un peu trop fait, et on va un petit peu mieux réguler l'utilisation de certains pesticides en Europe, et on va le faire en commun, puisqu'il y a une liberté de circulation des aliments, donc ça a plus de sens de le faire en commun. Alors après, il y a une majorité au Parlement européen. Il y a des majorités politiques dans chaque État membre, et donc c'est la majorité qui décide. Donc certains aimeraient que la PAC se verdisse beaucoup plus rapidement. Ça dépend de la majorité politique. On est en démocratie, non seulement en France, mais aussi dans l'Union européenne. Et donc, il y a une majorité au Parlement européen qui est de droite, par exemple, qui correspond au groupe, en France, c'est les LR. Ils ne peuvent pas gouverner seuls, donc il y a toujours une coalition. Ils sont avec les libéraux, donc Renew Europe, Renaissance, et avec les socialistes aussi, européens. Et donc, ensemble, ils vont négocier pour arriver dans telle ou telle direction. La Commission européenne ne décide pas du tout toute seule, elle propose, et en proposant, elle a quand même consulté auparavant, et ensuite c'est décidé d'un côté par les États, de l'autre par le Parlement européen. Donc la PAC va dépendre de ça, elle a déjà évolué. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a une norme européenne au niveau de l'agriculture, des fois ça prend des années à faire son chemin. Parce que par exemple, alors j'ai pas les noms techniques, je m'en excuse, mais il y a les haies qu'on plante pour encadrer les champs. Voilà. Et ça, c'est très important pour capter l'eau, en fait. Ça permet aussi de lutter contre les sécheresses. À partir du moment où l'Union européenne dit il faut développer ça, le temps que que ça se mette en place au niveau local, dans les territoires, les effets se feront sur plusieurs années. Donc c'est pour ça que la PAC, c'est important qu'elle évolue, mais il faut prendre en compte aussi ce laps de temps, parce que si on change tout à chaque fois, le temps que les producteurs, que les agriculteurs aussi appliquent les nouvelles normes, si elles changent tout le temps, c'est infernal. C'est pas possible pour nos agriculteurs qui doivent avoir une vision à minima à moyen terme. Donc là, c'est pour ça que parfois, la politique agricole commune, il y a parfois beaucoup de critiques, mais il faut voir sur un long ou un moyen terme et pas uniquement sur le court terme, parce que une décision faite par des élus qui sont bien intentionnés a des conséquences concrètes dans la vie d'un agriculteur, ou si on a fait des dépenses sur des machines agricoles, s'il faut changer du jour au lendemain, il y a eu un investissement. Donc c'est pour ça que parfois l'évolution sur le terrain est longue, et la politique doit prendre ça en compte. Sur l'armée, alors, la défense européenne n'est pas forcément l'armée européenne. Je m'explique. Il y a une défense avec l'OTAN. Qui est ce qu'elle est, certains sont pour, certains sont contre, mais elle existe. Il y a une coopération au niveau de la défense entre les États-Unis et certains pays de l'Union européenne, pas tous, même s'il y en a de plus en plus que certains rejoignent, type Finlande et Suède. Mais il n'y a pas d'armée de l'OTAN, ça n'existe pas, et ça n'existera pas. Donc il faut bien faire la différence, parce qu'après au niveau européen, certains sont pour la défense européenne, mais pas pour l'armée européenne. Pourquoi? On se rend bien compte qu'on a besoin de coopérer au niveau de la défense, ça c'est sûr.
ne serait-ce qu'au niveau des dépenses. Ça coûte cher. Donc si chacun s'endette de son côté et puis qu'on cumule le nombre de sous-marins, de porte-avions, etc., bon, bah, c'est compliqué. Ou alors les plus petits pays qui ont un plus petit PIB vont pas pouvoir avoir des porte-avions, mais les grands pays vont en avoir plus qu'ils n'en font. Donc c'est important de pouvoir coopérer là-dessus. Il y a des coopérations pour le développement de nouvelles technologies, type drone par exemple, ou les nouveaux hélicoptères. Donc ça, c'est aussi intéressant qu'il y ait une coopération entre plusieurs pays européens. Et pour avoir une armée européenne, il faut avoir une hiérarchie qui réponde à une stratégie de défense en commun. Et ça, on ne l'a pas. Donc avant de vouloir faire une armée européenne, dans tous les cas, enfin, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, mais dans tous les cas, le premier stade, c'est quand même de coopérer entre nous. Mais il semble difficile de penser à un état-major européen. Parce que certains États vont vouloir forcément, notamment la France, contrôler cet état-major. Mais si c'est européen, c'est européen. C'est-à-dire que ça serait l'Union européenne qui aurait cette compétence. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faudra une réforme des traités déjà. Donc ça semble, déjà, à un court terme, c'est impossible. À moyen terme, c'est compliqué. À long terme, bon, on ne sait pas, parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait développé des compétences en matière de santé au niveau européen. Donc, je dis jamais, jamais. Surtout avec les surprises qu'on a pu avoir, type Brexit, on ne pensait pas non plus que ça serait possible. C'est permis par les traités, mais pour le coup, mais on ne pensait pas que ça arriverait un jour. Mais par contre, à court et moyen terme, non, c'est pas possible. Par contre, les coopérations en matière de défense, ça c'est possible. Ça, c'est possible, on a encore une grande marge de progrès et on a déjà progressé, notamment avec la crise ukrainienne. Ça fait toujours du mal à dire qu'on progresse avec une crise et notamment avec ce qui se passe en Ukraine. Il faut faire attention dans les éléments de langage là, mais il faut constater quand même que avec cette crise, on s'est rendu compte que c'était important qu'on coopère davantage entre nous et que le grand frère américain ne serait pas toujours là. Bon, ça, on l'avait compris déjà avec l'élection de Donald Trump, qui n'était pas du tout en faveur de l'Union européenne, mais même avant lui, Barack Obama n'était pas particulièrement tourné sur l'Union européenne, un peu plus vers l'Asie. Et donc, même si Joe Biden est un peu plus europhile, entre guillemets, voilà, ça fluctue en fonction des présidents et on ne peut pas être complètement dépendant de quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'on réussisse à gagner en stratégie défensive, en autonomie sur cette stratégie. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France a poussé pour qu'on adopte cette boussole stratégique au niveau européen. Et donc c'est important, on a fait beaucoup de progrès sur cette question. Et vraiment, il y a 2 ans, on pensait que les Français avaient cette lubie et que de toute façon, c'est nous qui avons torpillé la communauté européenne de défense sous le général de Gaulle et que maintenant on veut revenir avec cette idée, mais en réalité ce qu'on veut c'est la France en plus grand et l'Union européenne au service de la stratégie de défense de la France. Et donc c'était assez mal perçu par nos partenaires. Maintenant les cartes sont rabattues, l'Allemagne a complètement changé de position sur cette question et nous aussi on a appris français à plus écouter nos partenaires. Donc ça, c'est beaucoup de progrès sur cette question, mais l'armée européenne, c'est pas pour tout de suite. Non. Et peut-être pour jamais, j'en sais rien. Là-dessus, j'ai pas de boule de cristal. Peut-être qu'on va prendre une dernière question. Jean-Michel demandait, donc l'Europe aurait-elle une compétence pour soutenir, donc là on revient sur les fonds européens, un projet de lycéens qui aimerait monter un spectacle visant à faire connaître l'Europe et surtout l'esprit européen. Sans la culture, est-ce que les jeunes auraient assez d'enthousiasme pour les idées européennes ? Alors il y a des choses, c'est très mal connu, mais c'est le programme Europe Créative qui finance. Alors il n'y a pas un énorme budget, mais il y a du budget. Et il n'est pas tout n'est pas consommé entre guillemets pour l'enveloppe française, donc il faut y aller. Il y a un point de contact national en France, mais j'ai oublié le nom, mais si vous tapez Europe Créative, point de contact France, vous allez trouver. C'est le Relais Culture Europe, ça y est, je l'ai. C'est un réseau associatif qui s'appelle Relais Culture Europe, qui est le point de contact sur Europe Créative et qui va vous renseigner. Ça, j'en ai déjà parlé, ça peut financer des films européens, des reportages de journalistes, mais ça peut aussi financer des projets culturels au niveau local. Après, en fonction du type de projet, si par exemple c'est un projet transfrontalier, s'ils font venir d'autres jeunes d'un lycée d'Allemagne ou de Danemark, à ce moment-là, il y a
Erasmus+. Et là-dessus, ils peuvent avoir de l'argent d'Erasmus+. Par contre, vu que ce sont des lycéens, c'est vrai qu'il faut un accompagnement de l'école ou d'une association, parce qu'ils peuvent faire des projets avec une association, mais eux tout seuls, ça va être un peu compliqué sinon. Mais sinon, il y a plein de ressources sur le Relais Culture Europe pour ça. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter bientôt, peut-être pour conclure, si on devait retenir 3 choses ou 2 choses, peu importe, de votre intervention. Que diriez-vous aux participants ce soir? Déjà que l'Union européenne agit quand elle a les compétences. C'est important toujours de revenir là-dessus. Parce que parfois, on peut être très exigeant envers l'Union européenne, mais si elle n'a pas les compétences, elle n'a pas les compétences. Deuxièmement, au-delà des financements, il y a une vision, il y a une politique qui permet certains financements ou qui permet certaines activités au-delà du financement. Et c'est important d'avoir ça en tête que des pays ont une vision commune et c'est ce qui fait les politiques européennes. Ça, c'est vraiment très important à avoir en tête pour éviter d'être dans les débats de boutiquiers. Et ensuite, l'impact concret de l'Union européenne dans notre quotidien est assez peu visible, mais qu'il y a beaucoup d'exemples, on en a donné beaucoup, mais il y en a encore beaucoup plus. Et que pour ça, on peut s'appuyer sur des relais qui peuvent nous renseigner. Relais Culture Europe, par exemple, pour la culture, le Mouvement européen pour les choses plus généralistes, les centres d'information Europe Direct dans vos départements. Je vois Bruno qui en parle. En effet, il n'y en a pas dans chaque département, mais voilà, il y en a de mémoire une cinquantaine en France. Donc, n'hésitez pas aussi à aller leur poser des questions, à les pousser la porte pour aller les rencontrer et avoir des réponses concrètes. Merci beaucoup. Je sais que c'est passionnant, on aimerait pouvoir échanger sur ces sujets pendant des heures. Malheureusement, il est 19h55 et donc on va bientôt devoir clôturer cette session. Donc déjà, merci à toutes et tous pour votre participation, pour toutes vos questions et votre enthousiasme sur ce sujet. Merci à vous, surtout Monsieur Quéré, de nous avoir fait bénéficier de votre expertise et votre éclairage sur ce sujet. C'était vraiment passionnant et ça nous a permis un peu d'y voir plus clair et de continuer à promulguer une image très, très positive de l'Union européenne et c'était aussi le but ce soir. Avant de vous laisser, je vous rappelle donc déjà qu'on va vous envoyer le replay, toutes les ressources qu'on a citées ce soir par mail et que la prochaine session aura lieu le mardi 5 juillet et portera sur l'histoire des partis politiques. Donc, je vous mets le lien d'inscription ici dans le chat. Voilà. On vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt et on espère vous voir nombreux pour cette nouvelle, pour la prochaine session du mardi 5 juillet. Voilà, merci beaucoup Monsieur Quéré et puis à Merci à vous. bientôt. Merci. Au revoir.